Et merci d'être avec nous sur LCI. Docteur Emmanuel, Mister Macron, cette semaine, l'actualité du président de la République nous a permis de voir à quel point il était capable de jouer sur tous les tableaux, toutes les gammes. À un moment avec les salariés de Toyota, quelques heures plus tard, sous les dorures de Versailles, à Davos devant les grands de ce monde, il s'adresse aux classes moyennes en France. Quelle est la méthode de ce président de la République ? Pour en parler avec nous autour de la table, Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint à Politis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous avons également Thierry Fabre. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint à Challenge. Je poursuis avec vous, Arnaud Bedetetti. Bonsoir. Bonsoir, professeur d'histoire et de communication politique, auteur de La fin de la com, édition du Cerf. Et puis Michel Taube. Bonsoir, auteur du site Opinion Internationale. La dernière actualité en date quand même. On va s'arrêter sur celle-ci pour commencer. C'est la colère des surveillants pénitentiaires. Le principal syndicat accepte le protocole d'accord. Est-ce que cela met fin à ces images d'incendie? Est-ce que l'incendie est stoppé? Mais surtout, messieurs, est-ce que ça veut dire que c'est la méthode Macron qui a payé? C'est difficile à dire. Il a simplement continué à appuyer sa ministre Nicole Belloubet et qui, visiblement, s'en sort pas mal. C'était un risque parce que c'est une ministre technicienne qui n'est pas politique. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les moments difficiles, Nicole Pénicaud, ministre technicienne au travail, Nicole Belloubet face au conflit des prisons, ça ne marche pas si mal. Mais attention, je pense que c'est un sursis, parce que même s'il y a accord, on connaît l'ampleur du problème des prisons, le retard pris, et les annonces risquent d'être contredites dans quelques mois. Donc si ça marche avec ce premier accord, ce n'est peut-être que temporaire. Je pense qu'ils ont voulu affirmer une certaine autorité après une longue phase où ils n'avaient pas vu le conflit venir. Donc Emmanuel Macron a appuyé Nicole Belloubet. Il y a un syndicat qui fait 40%, qui accepte l'accord, c'est-à-dire un certain nombre de conditions financières apportées, mais ça ne règle pas tout. D'abord parce que les autres syndicats pèsent un peu plus encore, FO, la CGT, et ensuite parce que le véritable problème, c'est la surpopulation des prisons, c'est l'état de dégradation incroyable de la plupart des prisons, la surpopulation qui crée de la violence. Et ça, c'est pas prêt d'être réglé. Arnaud Benedetti, juste sur peut-être ce début de sortie de crise. Est-ce que oui, on va voir la suite. Il faut quand même attendre, la suite des événements. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que sur les questions régaliennes, ce gouvernement, que ce soit la justice, la sécurité, a une difficulté à communiquer. Et on a vu quand même que Mme Belloubet a eu d'énormes difficultés durant toute cette séquence et qu'il a fallu quand même qu'elle soit soutenue par son président, par le président de la République en personne, pour qu'on commence à sortir de la crise. C'est quand même pas simple. En fait, même si on est au début de la sortie de crise, et encore une fois, effectivement, comme le disait M. Soudet, si les autres syndicats font bloc pour rejeter le début d'accord, ça peut continuer. En fait, c'est le premier conflit social de l'ère Macron. Le premier conflit social dur, violent de l'ère Macron. Et c'est vrai que le président Macron, comme le disait Arnaud Benedetti, on sent bien qu'il est gêné. Il n'a pas vraiment appréhendé le dossier. Il a plutôt laissé sa ministre. Mais il l'a laissé un peu seul quand même. On va essayer de le vérifier. Il a réagi, le président de la République, sur ce dossier des prisons. C'était hier. On l'écoute et puis on en reparle juste après. Ce sujet est conduit par la garde des Sceaux avec sérieux, détermination, une grande ouverture d'esprit parce que les prisons, au-delà de la crise actuelle, c'est un sujet qui se traitera tout au long de ce quinquennat et que le Premier ministre comme moi-même avons pleine confiance et soutenons pleinement l'action de la ministre. Alors, on précise qu'il n'est quand même pas très commun de voir Emmanuel Macron plonger dans le bain de l'actualité pour réagir à plus forte raison quand il y a comme ça ce qu'on appelle dans le jargon un micro tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a... Il a tardé à le faire quand même, je trouve. Mais alors, est-ce qu'il se dit, là, ça y est, cette fois, il y a urgence à réagir? Non, il a tardé à le faire et il est obligé de le faire parce que le réel, quelque part, le rattrape. Là, c'est un conflit, mais c'est un petit conflit. Puisque ça concerne 28 000 personnes. Il lâche quelques millions, ça calme une partie des syndicats. Par contre, il y en a d'autres beaucoup plus gros qui peuvent se préparer, notamment, je pense, aux hôpitaux, où là, il y a beaucoup plus de monde et les enjeux financiers sont beaucoup plus importants. Cette sortie, en termes de communication, je trouve que c'est une des caractéristiques, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Taube, je pense qu'il réagit quand même. La caractéristique de Macron, quand il est en difficulté ou quand il y a un membre de son gouvernement qui est en difficulté, c'est qu'il réagit, qu'il va sur le terrain, pensant que, de toute façon, sa présence va permettre, à un moment donné, de déminer le conflit. Et là, en l'occurrence, il a tout simplement reproduit cette méthode qu'il a déjà largement mise en œuvre depuis
un certain nombre de mois. C'est-à-dire quand il y a un problème, il réagit assez vite. On critique souvent Emmanuel Macron pour sa verticalité, son côté hyper-président qu'on compare parfois à Nicolas Sarkozy. Il y a quand même une différence, c'est qu'il n'intervient pas sur tous les dossiers comme le faisait Nicolas Sarkozy. C'était systématique. Vous voyez la séquence là, Sarkozy serait allé systématiquement sur tous les problèmes sociaux. Il laisse aller Emmanuel Macron, ses ministres et son Premier ministre. Remarquez qu'Édouard Philippe a fait sa sortie sur l'exposition universelle, sur le Grand Paris, c'est lui qui gère. Donc il laisse quand même gérer son gouvernement. Et effectivement, quand il sent que ça chauffe un peu trop, il intervient. Mais jusqu'alors, cette intervention, elle était quand même relativement minimale. On ne le voit pas s'agiter médiatiquement sur chaque fois qu'il y a un point qui chauffe. Alors, de là à conclure que parce qu'il est intervenu hier, c'est-à-dire quand même 10, 11 jours après le déclenchement du conflit, 24 heures après, comme par miracle, il y a un accord qui sort, c'est ça un peu la question sur laquelle je m'interroge. En tout cas, pour Nicole Belloubet, c'était une véritable épreuve. Elle est rentrée en politique, là, parce que c'est une femme qui ne vient pas de la politique, ancienne membre du Conseil constitutionnel, et c'est vrai que pour elle, ça a été difficile de gérer, et elle avait certainement besoin, à un moment donné, d'avoir un soutien renouvelé du président de la République, et il est arrivé hier, quoi. Alors, docteur Emmanuel et Mister Macron, c'est ce qui est écrit en bas de l'écran. Cette semaine, je disais, c'était encore comme un best-of de cette méthode du grand écart permanent. Bikain Rewind, on revient au début de la semaine, avec les salariés de Toyota. On va regarder les images. Il s'offre même le plaisir d'annoncer lui-même la bonne nouvelle de la création de 700 CDI. Et puis, juste à côté, regardez, c'était quelques heures plus tard, sous les dorures, cette fois de Versailles, pour recevoir 140 chefs d'entreprise du monde entier. Ce grand écart, là, docteur Emmanuel, Mister Macron, qu'est-ce que ça dit? On n'est plus dans l'écriture. Le président de la République, c'est lequel? On n'est plus dans l'écriture médiatique à la Pilan. On est véritablement dans la sursaturation de l'espace médiatique cette semaine. Clairement, c'est plutôt Campbell, Alistair Campbell, qui est la référence en matière de communication cette semaine. Vous savez, ce conseiller de Blair qui préconisait d'être hyper présent médiatiquement pour tout simplement, je veux dire, assurer la visibilité maximale du chef du gouvernement britannique. Et là, on est vraiment dans cette stratégie. Mais c'est assez intéressant. On a déjà constaté que Emmanuel Macron utilisait cette stratégie de la sursaturation médiatique chaque fois qu'il est en difficulté. Et cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un petit infléchissement d'un certain nombre de sondages qui ont montré, après l'embellie de la fin de l'année... Et ces événements, ils étaient déjà prévus avant... Oui, mais je veux dire, il y a quand même une grande présence. Il y a une grande présence sur tous les terrains. C'est-à-dire qu'il est présent à Versailles, il est présent à Davos, il est présent hier à Clermont, où il va poster un certain nombre de clichés. Donc il y a quand même la volonté de se manifester et d'assurer sa visibilité. Non, mais c'est vrai, c'est Dr Emmanuel, Mister Macron, c'est une semaine exemplaire du « et en même temps » de Macron. Parce qu'effectivement, sur chaque séquence, il va du l'hyper-jupitérien. À Versailles, il reçoit les grands chefs d'entreprise de ce monde. Et en même temps, il va sur le terrain. Il y a eu la séquence agricole dans une ferme près de Clermont-Ferrand. Donc c'est vraiment une semaine exemplaire de ce « et en même temps » où il va du plus jupitérien au plus terre-à-terre et proche des gens. Certains lui reprochent, j'entends des commentaires cette semaine qui disent mais comment peut-il accueillir les chefs d'État à Versailles et puis ensuite il va en zone rurale ou ensuite il fait... à Versailles, c'était pas des chefs d'État. À Versailles, c'était des chefs d'entreprise. Et pourquoi ensuite il va en zone rurale et comment peut-il ensuite faire la leçon à ces chefs d'entreprise à Davos? Effectivement, il fait tout en même temps. Mais il y a quand même la logique de son programme qui est appliqué dans ces interventions de cette semaine. C'est-à-dire qu'à la fois, il est pro-business, pro-entreprise libérale, mais à la fois, il prône aussi une certaine régulation et il est assez soucieux du fait que si sa politique en reste à la France qui va bien, celle qu'il a plutôt élue, ça ne va pas le faire. Michel Soudet, saturation, c'est trop, c'est... Lundi, je retiens plutôt Emmanuel Macron qui épate la galerie. Il se réserve l'annonce pour annoncer des emplois chez Toyota dans le nord à Denain. Et ensuite, Versailles pour réceptionner 140 chefs d'entreprise des grandes fortunes de ce monde, etc. Leur expliquer que tout a changé en France ou autre. Le coût de l'opération, c'est 600 000 euros. C'est le chiffre qu'a annoncé l'Élysée. Ça fait plus de 4 600 euros par convive. Pour annoncer quoi au final? Mais pour annoncer quoi au final? Pour annoncer 3,5 milliards d'investissements qui, pour une part,
étaient déjà des choses qui étaient acquises. Il y a un certain nombre de nouveaux quand même. Mais il y en a quand même beaucoup. Toyota, ça ne vient pas de chez lui. Et Toyota, c'est une opération avec quand même beaucoup de subventions. 15 à 20 millions de l'État, 11 millions de la région, 9 millions de l'Europe, 5 millions qui viennent d'un autre fonds. Il y a 5 ans, ensuite, les étrangers ne voulaient pas venir en France. Vous vous souvenez de l'image de la France. Souvenez-vous de The Economist qui titrait cette France qui ne sait pas se réformer. Aujourd'hui, c'est de la folie. S'il faut que la politique de la France soit dictée par The Economist, qui est le plus libéral de tous les magazines anglo-saxons, c'est pas possible. Il n'est pas dicté, cher monsieur Miga, un indicateur. Comment on est perçu? On était mal perçu et après un certain nombre de mesures, d'annonces d'Emmanuel Macron et son élection, on est mieux perçu. Mais tout le monde devrait s'en réjouir. Alors, ceci dit, on est mieux perçu. À quel prix? Non, mais monsieur Fabre, je suis d'accord. Mais quand même, à Versailles, le président Macron, qui reçoit 140 chefs d'entreprise du monde entier, il aurait quand même pu aussi inviter à Versailles, ça s'appelle Choose France, des chefs d'entreprise français, des start-upers, la souveraineté numérique, qui est aussi un des grands enjeux sur lesquels il s'est engagé. Il n'a pas fait venir des chefs d'entreprise français. Et je trouve que ça, c'est une erreur. C'est une opération de séduction pour les étrangers. Il y en a quelqu'un qui s'en est fait l'écho, c'est Thomas Forêt et Natacha Polony sur LCI l'a repris. Et je trouve que c'est très bien. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que c'est très bien d'attirer le monde entier. C'est très bien d'utiliser les dorures, de faire des coups médiatiques et des sommets. Mais encore faut-il aussi que ça donne des résultats en matière d'emploi et de maintien de nos cerveaux. En plus, ce n'est pas la première fois. On avait vu fin juin Bruno Le Maire initier l'opération avec déjà le même slogan. Francis Bach à New York devant le Gotha des investisseurs de Wall Street où il était venu expliquer que la finance n'est plus notre ennemi, que nous sommes prêts à faire ce qui est nécessaire pour rendre la France plus attractive, que ce soit en matière sociale et fiscale. On l'a vu, ça nous coûte très cher. Le souci de Macron, c'est que son logiciel politique, c'est de dire, finalement, j'ai un discours qu'on entend depuis 20 ans, il faut que la France s'adapte pour que les individus réussissent. Et ça, c'est la nouveauté avec Macron, c'est qu'en fait, il prône une société des individus, il prône une société de la réussite individuelle. C'est très bien, sauf que, bien évidemment, à côté de la réussite individuelle, vous avez des perdants. Et aujourd'hui, enfin en tout cas cette semaine, quand même, l'image dominante de sa communication cette semaine, c'est quand même Versailles et les chefs d'entreprise, et c'est Davos. Et on ne voit pas tellement, je veux dire, les messages qu'il envoie à la France périphérique, aux retraités, à Clermont-Ferrand, les attendez, on va en parler, mais on va s'arrêter sur Davos. Oui. On va justement s'arrêter sur Davos. On va regarder ces images du président de la République. Vous disiez qu'il utilise les chefs d'entreprise, etc. Il a utilisé là, la tribune des grands leaders de ce monde réunis à Davos pour envoyer un message à qui? Aux classes moyennes notamment, et en dénonçant les risques ou les limites de la mondialisation, notamment. Et je dis, ce ne sont pas les 45 minutes de ce... On va l'écouter, attendez, on va l'écouter et après, place aux propos. Mais même dans mon pays, si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si je n'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système, qui gagneront. Allez-y, là. Ça, son discours était quasiment un discours social-démocrate. Pour un président de la République qui est plutôt libéral, franchement, d'aller à Davos, tenir un discours social-démocrate, c'était pas mal joué de sa part par rapport à l'électorat français. Là, c'est très drôle. Il a tenu 2 discours à Davos. Un discours en anglais, où il a défendu ses réformes libérales pour adapter la France à la mondialisation. Il a vanté la volonté de rendre la France plus compétitive, plus flexible. Donc toutes les réformes y sont passées, y compris la réforme de l'accès à l'université. Je ne vois pas très bien ce qu'elle vient faire dedans. Et ensuite, en français, il a tenu un autre discours, où là, effectivement, on a entendu ça, où il a fustigé aussi la concentration des richesses sur les 1% les plus riches. Alors, du coup, vous en tirez quelle conclusion pour vous, Michel Soudet? La conclusion, c'est un double discours. On se demandait ce qu'était le macronisme. Je crois que le macronisme est une schizophrénie extrême. Bon, alors je crois qu'il faut vous l'expliquer parce que vous ne l'avez pas comprise, mais on peut pas vous opposer, c'est assez binaire comme raisonnement, parce qu'on ne peut pas être
pour faire venir les investisseurs étrangers chez nous et en même temps demander à réguler le monde capitaliste. Pour vous, c'est antinomique. Alors que les deux, cher monsieur, sont possibles. On peut très bien dire, écoutez, dans la compétition internationale, je me bagarre avec les Britanniques et les Allemands, et venez chez nous, vous verrez, c'est vraiment bien. Et en plus, laissez-moi terminer, je fais des réformes vraiment intéressantes qui vont muscler la compétitivité, l'innovation, etc. Et ensuite, allez voir les chefs d'entreprise, de multinationales à Davos et leur dire, chers amis, vous faites de l'optimisation fiscale. Ça atteint un niveau extraordinaire au niveau des GAFA, des géants du numérique. Si vous continuez, ça ne va pas le faire. La mondialisation sera rejetée et les nationalistes vont arriver au pouvoir. Ce n'est pas du tout antinomique. Pourquoi vous opposez ça ? Arnaud Melletti, en termes de communication. C'est la méthode du en même temps qu'on connaît, c'est-à-dire que, je veux dire, il s'adresse à Davos. Ce qui était intéressant, c'est qu'à Davos, le problème, c'est de s'adresser aux classes moyennes à partir de Davos. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure tribune pour parler aux classes moyennes ou aux classes ou à la France périphérique. Il me semble que là, il y a un petit bug de communication. C'est pas là. Oublié. Oui, on va en parler. Oui, mais le problème, c'est que quand même, qu'est-ce qu'on a retenu de cette semaine à un moment donné ? Vous savez, il y a des séquences qui se succèdent, et qu'est-ce qui a cannibalisé la communication d'Emmanuel Macron ? C'est quand même Versailles essentiellement et Davos. Et on a l'impression que justement, que quelque part, la visite à Clermont-Ferrand, c'est une visite qui vise justement à corriger cette image. Et donc on est véritablement dans un effet de communication. On va les regarder des images, c'est toujours plus simple pour pouvoir en parler, pour que les gens comprennent bien cette visite d'Emmanuel Macron à Clermont-Ferrand. Vous pensez que c'est passé sous silence ? Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est dit qu'il fallait justement qu'il passe du temps comme ça sur le terrain? Je vous poserai la question, mais regardez bien ces images de lui à Clermont-Ferrand. Il prononce un discours dans un gymnase. Il a attendu 2 heures à l'issue de son discours dans le gymnase pour parler aux uns et aux autres. La population locale en aurait presque même eu assez du président de la République. On va regarder ce qui s'est passé juste après. La déambulation dans les rues de Clermont-Ferrand, avec un Emmanuel Macron qui a pris soin aussi de relayer ceci sur son compte Twitter, de passer du temps et de croiser, comme de par hasard, une association dans la rue. On regarde. Vous êtes de la même association ? Oui, Collectif Pauvreté Précarité. Moi, je suis travailleur social et 2 bénévoles. Ils m'accompagnent. On a 34 bénévoles et on fait la maraude 7 jours sur 7. Alors, moi, je suis le seul travailleur social sur la maraude. Je travaille 5 soirs par semaine et les bénévoles, après, prennent le relais pendant mes jours de repos, le dimanche et le lundi. Michel Soudet, c'est quoi ? C'est une volonté de rééquilibrage, en effet ? Ou est-ce qu'on fait preuve de cynisme en disant ça ? Je ne sais pas si c'est une volonté de rééquilibrage. On s'intéresse un peu aux associations comme ça, mais pourquoi il y a autant de gens qui restent encore dans les rues dans un pays qui produit autant de richesses ? J'entends bien le discours où il s'est préoccupé de la perception de la mondialisation par les classes moyennes à Davos. Mais justement, ce qu'on a entendu, c'est le fait qu'il s'intéresse à ce que pourraient penser les classes moyennes, mais les plus pauvres, ceux qui sont rejetés au bas de la société, ceux-là, il semble, s'en fichent complètement. Il n'y a rien dans sa politique qui permet une amélioration pour ces gens-là. Il y a autre chose sur le plan de la communication politique, c'est que cette visite à Clermont, elle se fait le jour où Laurent Wauquiez est à la télévision, dans une émission concurrente de la vôtre, et où Laurent Wauquiez l'attaque frontalement, justement, sur son manque, j'allais dire, d'empathie politique vis-à-vis des retraités, des classes moyennes, de la France périphérique, dont Laurent Wauquiez a fait son fonds de commerce politique. Donc la visite à Clermont-Ferrand, elle est intéressante aussi parce qu'elle est cette réponse à l'un de ses principaux opposants quand même, quoi qu'on en dise, qui est Laurent Wauquiez. Donc je crois qu'il y a aussi ce calendrier, cet agenda politique dont il faut tenir compte dans la façon dont il déroule, j'allais dire, son storytelling de la semaine. Mais il faut quand même voir quelle est l'analyse qu'il fait. Il lit tous les grands économistes, et notamment Thomas Piketty, qui pourtant n'est pas du tout de son bord, qui a fait une excellente étude récemment, qui montre à quel point, dans la mondialisation, les classes moyennes se sentent appauvries. Au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'est-à-dire le sujet qui est posé, de la concentration des richesses avec la mondialisation, il est posé dans tous les pays. Donc il a bien conscience que sa politique, si elle fait que la France va mieux, et ça va mieux, on le voit déjà concrètement, tous les indicateurs qu'on suit à Challenge sont très positifs. Oui, enfin, on ne peut pas conclure que c'est sa politique aujourd'hui qui va mieux, parce que d'ailleurs sa stratégie... D'ailleurs sa stratégie... Je ne peux pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça va mieux.
les créations d'emplois atteignent 300 000, on va dire tout va bien. Mais si ça se passe comme ça s'est passé dans les années 2000, où cette amélioration, elle a été très mal partagée, ça nous a conduit à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Et ils le savent bien. Là, vous êtes le porte-parole d'Emmanuel Macron. Ils le savent bien, mais non, mais l'analyse, elle est claire. C'est-à-dire que si la politique, elle ne touche pas la France périphérique, ben, évidemment, dans 5 ans, il risque d'avoir un nouveau tremblement de terre. Il partage cette analyse. Donc ça veut dire que quand il va à Clermont-Ferrand, c'est évidemment de la com, c'est évidemment ce que vous dites pour répondre à Laurent Wauquiez. Mais c'est aussi une préoccupation parce qu'ils savent bien que si ça ne bouge pas du côté de ceux qui sont exclus, les dégâts politiques seront très importants. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qu'on puisse tirer et évaluer la politique économique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt, d'autant plus que Emmanuel Macron, là-dessus, a un discours qui est très clair et il a raison. Il dit il me faudra du temps pour qu'on commence à juger des fruits et des résultats de ma politique. Il est dans un cycle qui va mieux. Il bénéficie d'un contexte international, en effet, qui permet, en tout cas, de donner de verdir un certain nombre de paramètres économiques. Et après, on va passer à notre sujet. Michel Soudet. Si véritablement il a cette préoccupation, je ne vois pas ce qui, dans sa politique, permet de contrecarrer cette tendance. Parce que ce n'est pas en supprimant l'ISF, en réduisant l'impôt sur le capital, en baissant les APL, en refusant tout coup de pouce au SMIC et en ouvrant la chasse aux chômeurs comme ça commence à se faire, qu'on va arriver à améliorer. Et un plan banlieue qui est prévu au printemps. C'est-à-dire qu'il faudra voir ce qui sort. Mais dans les tuyaux, il y a quand même des choses. Il faudra juger à la fin pour voir à quoi ça ressemble. Mais il y a une loi pauvreté qui sort au mois de mars. On est revenu sur la semaine en images. On se pose la question, est-ce que c'est que de la com? En tout cas, il y a d'autres dossiers à venir. On va s'en saisir un tout petit peu. On va regarder ces dossiers un tout petit peu compliqués qui l'attendent. On a choisi, par exemple, le dossier de la laïcité, celui de l'apprentissage et de la formation, celui des EHPAD et que dire aussi de Balance ton hosto, ce mouvement qui prend de l'ampleur en France du milieu hospitalier qui a de plus en plus de mal avec les coupes budgétaires, avec le budget de la présidence de la République, le premier qui va demander beaucoup d'efforts aux hôpitaux. Vous en pensez quoi là? Est-ce que ce qu'on a vu cette semaine, c'est l'arme qui cache la forêt? Est-ce qu'il, avec un coup de com', Emmanuel Macron a du mal finalement à cacher l'essentiel, c'est-à-dire ça? Alors déjà, un élément important sur Clermont-Ferrand et cette séquence de 2 jours, elle annonce aussi un projet de loi agricole qui est préparé de longue date avec les États généraux de l'alimentation. Donc il y a aussi une séquence qui se fait en plusieurs phases. Moi, je suis effectivement convaincu que s'il insistait sur ces 2 jours dans le monde agricole et à Clermont-Ferrand, c'est pour rééquilibrer l'effet jupitérien de la première phase de la semaine qui était entre Versailles et Davos. Et donc, c'est aussi beaucoup de communication. Mais est-ce que c'est un problème pour lui? C'est-à-dire le fait que est-ce que la question, c'est que malgré sa communication très forte cette semaine, il reste ces dossiers et qu'on ne les oublie pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, bon, bien joué, avec cette séquence comme cette semaine, on ne voit pas ces dossiers, attendez, les prisons et les hôpitaux qui explosent, c'est des dossiers qui datent depuis des années. C'est-à-dire que la pétaudière des hôpitaux, qui est extrêmement mal gérée, qui manque de moyens pour une partie, ça explose maintenant. Mais ça, c'est du long terme. Les prisons, c'est pareil. Donc simplement, lui, il a lancé un certain nombre de réformes, et les agriculteurs, par exemple, qu'il faudra effectivement juger, mais dans un certain temps. Les agriculteurs, est-ce que la distribution va mieux partager la valeur ajoutée? C'est l'objet du projet de loi qui va être présenté. Est-ce que ça va marcher ou pas? La réforme professionnelle, je finis juste, sur le papier, la grande réforme qui n'a jamais été faite depuis 30 ans, avec 30 milliards d'euros qui sont gaspillés. Est-ce qu'il va réussir à la faire? Il faudra juger dans les détails. Mais il a en main des leviers qui peuvent transformer le pays s'il le fait bien. Et on ne peut pas en juger aujourd'hui. Sur cette question, le plus dur reste à venir ou pas? Sur la réforme de la grande distribution par rapport aux agriculteurs, la réforme promise à Clermont-Ferrand, il avait déjà annoncé cela le 11 octobre en ouverture des États généraux de l'alimentation. Oui, c'était à la fin des États. Il a laissé les gens discuter pendant 3 mois. Et maintenant, il le fait. Pas dire qu'il ne fait pas ce qu'il a dit. Les États généraux ont été relativement décevants quant aux résultats. Et parallèlement, ce qui s'organise chez les grands distributeurs, on l'a écrit dans Politis sans être
démenti, c'est un regroupement des grosses centrales d'achat, même au niveau européen, avec des centrales d'achat qui pèsent des dizaines, voire plus de 100 milliards, et qui permettent de peser extrêmement sur tout le monde, sur les agriculteurs, est-ce qu'il va réussir, sur les petites entreprises. Sur la question, est-ce que le plus dur est à venir, en somme? Le plus dur est à venir, certainement. Mais la vérité, c'est qu'il a une chance extraordinaire. C'est qu'il a des oppositions dans ce pays, des oppositions politiques ou des oppositions sociales. Et c'est la même chose sur le front syndical, qui ne sont d'accord pour l'essentiel sur rien. Donc, en effet, il bénéficie d'un effet, je veux dire, d'une fenêtre d'opportunité politique qui lui permet, d'une certaine manière, de pouvoir décliner de manière relativement apaisée sa politique. Alors, donc ça, c'est sa grande chance. Si je pose la question, le plus dur est à venir, c'est que par exemple, nous avons reçu un jeune agriculteur il y a quelques minutes sur ce plateau pour parler de la séquence Clermont-Ferrand, du discours du président sur l'agriculteur, et il met plutôt en garde le président de la République. Mise en garde, on écoute et puis on en reparle. On a discuté des négociations commerciales qui se passent mal. Si la loi ne prévoit pas des sanctions un petit peu costaudes pour ceux qui ne respectent pas finalement ce qu'ils ont signé il y a quelques 2 mois de ça, je pense qu'on va redemander des comptes, oui, aux hommes politiques, et Emmanuel Macron en fera partie. Donc ça se peut que les demandes soient un peu rudes. Voilà, les dossiers commencent à s'accumuler et des voix commencent à dire « Merci d'être venu à Clermont-Ferrand, mais maintenant, on va vous attendre au coin du... » Bien sûr, il s'attaque à des dossiers qui n'ont pas été gérés depuis des années. La grande distribution, il y a eu des lois pour essayer de réguler. Oui. Non, mais il y a eu des lois qui fixaient le seuil de revente à perte. Dans les années 2000, ça n'a pas marché. Comme vous le disiez, les distributeurs ont été très malins et l'ont contourné. Est-ce qu'ils vont à nouveau le contourner? On n'a pas le résultat. Mais effectivement, si dans 1 an, on se rend compte que malgré la loi, il n'y a rien de changé sur les prix aux agriculteurs, là, il y aura un retour de bâton. Mais c'est pas dans 1 an, c'est dans quelques semaines, puisqu'encore une fois, il y a un projet de loi qui va être annoncé dans quelques semaines. Il ne peut pas s'appliquer tout de suite. Enfin. Non, mais même par rapport aux États généraux de l'alimentation, les agriculteurs attendent des engagements très concrets. Pour le moment, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à peser sur le rapport de force entre les agriculteurs et les puissants du secteur agricole. Autre parole, d'électeurs tout de même. Autre exemple, une représentante des personnes âgées. On sait les problématiques liées à la CSG, mais aussi liées au milieu hospitalier, à la dépendance. Autre réaction et puis autre mise en garde également. Nous avions, jusqu'à cet après-midi encore, la possibilité d'un rendez-vous à l'Élysée lundi. Ce rendez-vous a été annulé là, en fin de journée. Donc, si effectivement il y a fibre sociale, oui, il faut un peu la matérialiser, parce que, au-delà d'avoir été blessés, maintenant les salariés se sentent tout à fait déconsidérés. S'il y a fibre sociale, il va falloir la matérialiser. Encore un peu plus de pression, là, non? Oui, un peu plus de pression. Alors, il faut se méfier aussi de l'effet de l'immédiat. C'est-à-dire qu'en effet, je veux dire, il y a beaucoup d'informations, ça tourne en boucle et on a l'impression qu'il y a quelque part, je veux dire, une espèce d'agitation qui verrait le jour. Encore une fois, moi, je suis frappé, c'est qu'il n'y a pas de coagulation. C'est-à-dire que la chance qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il peut y avoir de la grogne sociale dans un certain nombre de secteurs. Il y a les policiers également. Je veux dire, on voit qu'il y a une colère qui continue à sourdre chez les policiers. On a les gardiens de prison. On a d'autres foyers. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une énergie suffisante pour que tout cela, je veux dire, prenne forme. Et c'est véritablement aujourd'hui sa chance. Vous pensez que ça peut prendre forme? Il n'y a pas de coagulation. C'est une manière de voir les choses. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a des situations dramatiques dans ces secteurs-là. En agriculture, c'est un suicide tous les 2 jours du fait de gens qui n'arrivent pas à vivre de leur métier et qui se posent des questions sur le pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ce travail. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. On a aussi énormément de suicides, beaucoup trop, d'infirmiers, de médecins. Ça crée des mouvements qui sont locaux, effectivement. Mais tout ça est en train les gens sont en train de se rassembler. On voit qu'il y a eu une pétition avec beaucoup de succès qui est parue dans Libération, qui demande au gouvernement un certain nombre de choses. C'était le 15 janvier. Les gens se regroupent. Messieurs, et c'était tous les corps de métier de l'hôpital.
parce que on parle des EHPAD, mais effectivement, les gens se posent des questions même sur leur boulot. Michel Soudet, ce dossier, on va en reparler très certainement sur LCI dans les prochains jours, puisqu'on l'a dit, ça fait partie des dossiers chauds sur la table, EHPAD, hôpitaux. On en reparlera. Pour le moment, je dois vous remercier à tous d'avoir participé à cette émission sur notre plateau. Et surtout, vous restez avec nous sur LCI, puisque tout de suite, nous revenons sur l'essentiel de l'actualité.